chercheur au laboratoire d'optique et biosciences, qui est une unité mixte entre l'école polytechnique, le CNRS et l'INSERM, mais qui est une unité qui regroupe des physiciens et des biologistes. Et effectivement, mon équipe, enfin l'équipe dans laquelle je travaille, s'appelle Nouvelle Microscopie et Physiologie des tissus. Et c'est une équipe qui a une activité vraiment d'interface. On développe des méthodes d'imagerie optique et on ouvre des champs d'application, notamment pour l'imagerie des tissus en développement, qui tirent parti de ces avancées. Alors, quand on a des visiteurs et qu'on explique qu'on travaille sur la microscopie optique, les gens sont parfois un peu étonnés. Ils disent que la microscopie, ça date quand même pas d'hier. Les premiers microscopes, c'est vrai, datent de la Renaissance. Donc c'est des instruments qui ressemblaient à ceux-ci, par exemple. Et à l'époque, c'est ce qui a permis de révolutionner la biologie en découvrant le monde cellulaire. Donc la compréhension du vivant sous forme, à l'échelle de la cellule, date des premiers microscopes. Mais après, la biologie a suivi son chemin. Elle a décortiqué la cellule, et notamment au XXe siècle, il y a eu des grandes avancées qui ont permis de comprendre les bases moléculaires du vivant. Et en fait, à partir du milieu du XXe siècle, on a observé une seconde renaissance de la microscopie optique, alors qui a été jalonnée par quelques prix Nobel qui ont mis en évidence, enfin mis en avant des travaux qui étaient des développements de méthodes de microscopie. Notamment en 2014, le prix Nobel de chimie, c'était des développements sur la microscopie optique. Pourquoi? Parce qu'après avoir compris les bases moléculaires du vivant, aujourd'hui on a besoin de comprendre comment s'organisent dans l'espace et dans le temps, à l'échelle de la cellule, mais aussi à l'échelle des tissus et des organes, ces briques élémentaires pour former la complexité du vivant. Alors, dans le panel des méthodes d'imagerie biologique, quelque part entre la microscopie électronique, par exemple, qui permet de faire de l'imagerie quasiment moléculaire, mais sur des échantillons très minces et préparés et non vivants, et l'imagerie médicale que vous connaissez certainement tous, qui permet de regarder le corps entier, mais avec une précision millimétrique, il y a les méthodes optiques qui permettent de travailler à l'échelle de la cellule. Et en particulier, parmi ces méthodes, celles dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les microscopies optiques non linéaires ou multiphotoniques, qui sont des méthodes qui ont été développées à partir des années 90 et qui ont la particularité de permettre de faire de l'imagerie tridimensionnelle dans des tissus intacts à des profondeurs de l'ordre du millimètre. Donc ça, c'est assez unique à ces méthodes-là. Du fait de ces propriétés, c'est des techniques qui, par exemple, sont très utilisées aujourd'hui en neurosciences, parce qu'en neurosciences, c'est intéressant d'étudier non pas une seule cellule, mais vraiment une cellule dans son environnement intact ou une population de cellules. Alors, à quoi ressemblent les microscopes? Je ne vais pas m'étendre sur la technique, mais ce qui a permis de faire ça, c'est le développement d'une technologie laser, les lasers femtosecondes, qui ont été développés à la fin des années 80. Et un microscope multiphotonique, ça peut ressembler à ça. On va avoir un laser femtoseconde qui va être envoyé dans un microscope et puis balayé point par point sur un échantillon pour former une image. Alors, nous, on est un des labos, disons, qui avait une grande expertise dans ces méthodes-là, et on est un des leaders sur ces technologies. Et une des applications sur lesquelles on a beaucoup travaillé et qu'on a initié aussi, c'est l'imagerie du développement embryonnaire à partir de ces techniques-là. Le développement embryonnaire, vous savez, un organisme qui se développe va commencer par produire un certain nombre de cellules, par des séquences de division cellulaire, et puis après, par des mécanismes complexes de réorganisation, former des tissus, des organes. C'est les étapes de la morphogénèse et de l'organogénèse. Donc ce que je vais vous montrer ici, en fait, c'est une imagerie des 3 premières heures, une reconstruction des 3 premières heures d'un embryon. Alors ici, dans le modèle du poisson zébré, qui est un modèle très utilisé en biologie du développement. Avec nos microscopes, on peut visualiser les contours cellulaires et puis aussi un signal qui provient des structures, des microcâbles qui se forment dans les cellules lors de la division cellulaire pour séparer les lots de chromosomes. Alors voilà à quoi ça ressemble dans notre système. Ça, vous reconnaissez la forme de l'embryon qui au départ est une sphère. On voit les cellules qui se divisent. Alors ici, en 3 heures, on passe de 1 cellule à 1000 cellules. Et puis les petits flashs verts qu'on voit derrière, qui sont représentés derrière, mais en fait qui se produisent à l'intérieur de ce volume, ce sont les instants de division, le moment où ces assemblages dits mitotiques se forment pour séparer la chromatine lors des divisions. Donc ces images-là, on est capable de faire une image 3D comme ça en 1 minute à peu près, nous ont permis de reconstituer des embryons numériques à partir duquel on a pu étudier l'évolution du cycle cellulaire dans l'espace et dans le temps, dans l'embryon vivant, et de produire une description complètement nouvelle des régimes de division. Alors quand on étudie les régimes de division de façon quantitative, on étudie aussi tout ce qui est mécanisme de prolifération cellulaire. C'est des mécanismes qu'on va retrouver en particulier en cancérologie, parce qu'il y a beaucoup de liens.
mécanismes biologiques à l'œuvre dans le développement embryonnaire vont se retrouver recrutés et dérégulés dans le contexte du cancer. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une autre étude qu'on a fait. Alors, c'est l'étape juste après. Une fois que les cellules se sont divisées, les cellules vont commencer à se déformer et à migrer pour former les premiers tissus de l'embryon. Alors là, cette fois, c'est plus un poisson, c'est une drosophile, un petit modèle qui est très utilisé en génétique. Et vous voyez les premières étapes de la morphogénèse. Ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec l'Institut Curie. On a utilisé ces images-là pour avoir une information quantitative sur les déformations et les contraintes mécaniques dans les tissus, pour étudier le lien entre les aspects mécaniques et les aspects génétiques au cours du développement. Et en particulier, avec ces images et des techniques de micromanipulation des tissus, par ablation laser par exemple, on a pu montrer que non seulement les patterns d'expression génétique contrôlaient ces déformations cellulaires, mais il y avait une rétroaction, et que les contraintes mécaniques pouvaient induire une surexpression de certains gènes du développement, et que ces mêmes gènes sont aussi surexprimés en réponse à des contraintes mécaniques dans certains cas précoces d'initiation de cancer du côlon. Donc ça, c'est des projets qui continuent, en particulier à l'Institut Curie. Alors là, je vous ai montré l'imagerie de développement très précoce de tissus. Si on s'intéresse à la structure et au développement à des stades plus avancés, comme la formation du système nerveux, les images que je vais vous montrer là, que je vous ai montrées, ne sont plus suffisantes, parce qu'en fait, on a affaire à des milieux qui sont très compliqués. Le cerveau, c'est le milieu le plus complexe qu'on connaît actuellement dans l'univers. On ne va pas pouvoir se contenter de suivre les contours cellulaires ou les temps de division pour comprendre la topographie, la connectivité d'un circuit du système nerveux, comme les circuits de la vision et de l'audition. Donc on a un projet en cours avec l'Institut de la Vision, à Paris, qui consiste à ajouter de l'information dans ces images, avec une technique qui est développée à l'Institut de la Vision qui s'appelle la technique Brainbow, dans laquelle chaque cellule va produire un cocktail de protéines fluorescentes dans des proportions différentes. Et donc avec des combinaisons de couleurs, on va créer des sortes de codes couleurs des cellules qui vont permettre de les identifier, éventuellement de suivre à quelle structure elles sont connectées, ou alors de suivre au cours du temps quelles sont les relations de filiation sur les cellules en utilisant cette information de couleur. Donc, à l'école polytechnique, on a développé une méthode de microscopie permettant d'étudier ces tissus marqués en couleur en volume. Donc là, vous avez un exemple de tissu de cortex, de cerveau de souris Brainbow. Vous voyez qu'on peut utiliser cette fois les couleurs pour regarder la connectivité à grande distance, ou alors vous reconnaissez qu'il y a des cellules, des patchs de couleurs, de cellules de la même couleur. Ça correspond à des cellules qui ont des relations de filiation qui dérivent de la même cellule. Donc ça, c'est un projet très actif. On est en train de continuer à développer ces approches-là pour essayer de comprendre quelle est la topographie typique d'un circuit du système nerveux central, par exemple des circuits de la vision, de l'audition, quelle est la structure clonale aussi, c'est-à-dire comment les circuits, ces tissus-là se construisent au cours du développement. Autre développement, donc là on cherche à ajouter de l'information dans les images. Toutes les images que je vous ai montrées, pour le moment, c'était de l'imagerie point par point. Donc pour faire une image 2D, il faut 1 seconde, pour faire une image 3D, il faut 1 minute. Si on veut regarder des très grands volumes de tissu cérébral, par exemple, ou alors des phénomènes qui vont plus vite, comme la formation du système cardiaque, ça ne va pas être suffisant. Donc on travaille aussi sur des évolutions de ces méthodes. Alors, encore une fois, pas le temps d'aller trop dans la technique, mais pour aller beaucoup plus vite, en gros 100 fois plus vite. Et là, voilà une image des battements cardiaques dans une larve de zébrafiche, encore une fois. Et maintenant, on est capable, en 3 dimensions, de reconstruire ces battements cardiaques à peu près à 50 images par seconde et de suivre les mouvements des cellules du cœur au cours des contractions. Donc là, on a des cellules qui vont très vite. Là, ce volume fait à peu près 0,3 mm sur 0,3 mm. 600 microns par seconde, alors je suis désolé, il y a un peu de texte qui a sauté. En fait, c'est des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire en imagerie point par point, donc on est en train de développer ça. Ça va servir à étudier le développement du système cardiovasculaire, ou alors de faire de l'imagerie au contenu, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'imagerie multicouleur, si on veut le faire sur des très grands volumes, ça va permettre de le faire dans des temps raisonnables. Une remarque au passage, ces microscopes-là génèrent des centaines de millions de pixels par seconde, et en fait on se retrouve avec des flux de données qui sont équivalents à ce qu'on va trouver sur des expériences du CERN par exemple. En fait, on arrive vraiment dans des problématiques dites de big data où on sait même à peine comment gérer ces flux de données. Alors tout ça, c'était des dernières applications, c'était des applications, disons, en biologie fondamentale, alors qu'il y a des implications biomédicales, mais
Une partie de ces méthodes d'imagerie qu'on développe peuvent s'appliquer directement sur des tissus humains parce que certaines ne nécessitent pas de marquage ni de préparation et permettent de visualiser la structure en 3D. Alors, en particulier, on va pouvoir regarder les tissus accessibles, comme la peau, l'œil, ou alors ce qu'on peut regarder en endoscopie. Je vais vous présenter un exemple. Donc ça, c'est une étude qu'on a réalisée, c'est aussi un projet actif, mais initialement avec la Banque française des yeux, sur l'imagerie de la cornée. La cornée, c'est la partie externe de l'œil, ça fait 1/2 millimètre, et c'est un milieu très transparent, quand elle est en bon état, composé d'un assemblage, d'un empilement, une sorte de contreplaqué de lames de collagène de 2 micromètres d'épaisseur. Avec nos images non linéaires, on est capable de faire ce genre d'observation. Alors là, on s'enfonce dans la cornée, on image toute l'épaisseur, depuis l'extérieur jusqu'à la partie postérieure ici, qui est 1/2 millimètre plus loin. Et vous voyez qu'on a des informations très précises sur la microstructure. On voit la direction des molécules des fibrilles de collagène, les interfaces entre ces fameuses lamelles. Et la perspective de ça, c'est d'utiliser cette information précise comme diagnostic dans des recherches biomédicales sur des pathologies qui vont se caractériser par des anomalies structurales, le kératocone, le glaucome par exemple, éventuellement étudier les processus de cicatrisation après ablation laser, et on espère pouvoir appliquer ça in vivo. Alors pour le moment, on a fait quelques essais préliminaires sur des modèles animaux. On peut faire ces imageries in vivo, c'est potentiellement possible de faire ça sur l'humain aussi. Je termine ici. Donc, encore une fois, notre équipe Microscopie Avancée et Physiologie du Tissu a une activité double. Développer des méthodes d'imagerie, alors ça veut dire comprendre la physique de ces signaux-là et puis faire les développements technologiques, et puis utiliser ça pour ouvrir des champs d'application, notamment sur l'imagerie des développements des tissus, et éventuellement arriver à produire des scores physiopathologiques à partir de ces images. Voilà. Je vous remercie pour votre attention derrière.